Partir sur les pistes et chemins avec son vélo, bardé de sacoches, n'a rien de franchement nouveau. On pourrait même dire que les pratiques gravel, bikepacking et même vélo tout-terrain remontent à l'invention du vélo lui-même. Je te propose de remonter le temps et de partir explorer les origines de nos pratiques. Le 22 avril 1884, le journaliste anglais émigré aux États-Unis Thomas Stevens se lance dans une folle aventure, faire le tour du monde à vélo. Il quitte San Francisco sur un Granby Columbia de 50 pouces fabriqué par la Pop Manufacturing Company de Chicago. Son équipement est minimaliste. Un sac accroché au guidon contenant quelques vêtements de rechange, un imperméable qui fait office de tente et de couverture et un revolver de poche. Il traverse les États-Unis d'ouest en est et après plus de 3 mois et 3700 miles, il atteint Boston le 4 août 1884, devenant ainsi le premier homme à traverser l'Amérique du Nord à vélo. Mais Stevens ne s'arrête pas là. En 1885, il traverse l'Atlantique jusqu'à Liverpool, puis la Manche jusqu'à la France. Il pédale à travers l'Europe jusqu'à Constantinople, puis entre en Asie. Forcé de rebrousser chemin après s'être vu refuser le passage par la Sibérie et l'Afghanistan, il prend un bateau à vapeur jusqu'à Karachi, d'où il roule jusqu'à Calcutta, puis un autre bateau vers Hong Kong. Il termine son incroyable périple au Japon le 17 décembre 1886. Dans son journal, il note sobrement, distance parcourue à vélo, environ 20 117 km, et devient le premier homme à avoir accompli le tour du monde à bicyclette. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Le 25 juin 1894, devant le Capitole de Boston et une foule d'environ 500 personnes, Annie Cohen-Kopchowski, 24 ans, s'apprête à réaliser l'impossible. Mère de 3 enfants en bas âge, elle travaille comme commerciale pour plusieurs journaux de Boston. À cette époque, les femmes portent de longues jupes, le droit de vote leur est refusé et le sport reste une affaire d'hommes. L'histoire veut qu'Annie ait accepté un pari audacieux. 2 hommes fortunés de Boston auraient parié 20 000 $ contre 10 000 $ qu'aucune femme ne pourrait effectuer un tour du monde à bicyclette en 15 mois. À la clé, 5 000 $ pour l'aventurière. Cependant, l'existence de ce pari est remise en question par les historiens, mais qu'importe, l'aventure, elle, est bien réelle. Annie emporte avec elle quelques vêtements de rechange et un revolver à manche de nacre. Son vélo Columbia lui est offert par un représentant de la marque. Sans un centime en poche, elle se lance dans l'aventure. En cours de route, elle adopte le nom Annie Londonderry, du nom d'un sponsor qui lui verse 100 $ pour apposer son nom sur une pancarte fixée à son vélo. Le 12 septembre 1895, après 15 mois d'aventure, elle termine son tour du globe à vélo en donnant ses derniers coups de pédale jusqu'à Chicago. Elle retrouve sa famille à Boston le 24 septembre avec un bras cassé suite à une chute lors des dernières étapes. Annie Londonderry entre ainsi dans l'histoire comme la première femme à avoir réalisé un tour du monde à bicyclette. Au-delà de l'exploit sportif, son périple revêt une dimension féministe profonde, prouver que les femmes étaient aussi valeureuses et intrépides que les hommes, à une époque où elles luttaient encore pour leurs droits fondamentaux. En août 1897, 3 ans après le départ d'Annie Londonderry, 2 jeunes Français, Léon Girand-Max, qui était peintre, et Marius-Antoine Barré, écrivain, quittent Melun pour la traversée de la France jusqu'à Nîmes. Leur objectif, rejoindre la Tourmagne, à Nîmes, après 950 km et 10 000 mètres de dénivelé. À cette époque, la France traverse la seconde révolution industrielle et la bicyclette, avec son cadre doublement triangulaire, vient juste d'apparaître et suscite un engouement massif. Les 2 compères roulent sur des engins sans vitesse, sur des routes non goudronnées, chemins de terre battue, cendrés, graviers, vénelles boueuses et portions pavées constituent l'essentiel du réseau routier français. Leur aventure est retranscrite dans un manuscrit où Marius-Antoine Barré écrit chaque jour le récit de leurs péripéties, tandis que Léon Girand-Max les illustre par des croquis. Ce périple, redécouvert en 2022 dans une bouquinerie parisienne par Patrick Brunet, constitue l'un des premiers grands voyages à vélo documentés de l'histoire française. Depuis, ce périple a été remis au goût du jour par la société Zéphal d'abord, puis avec l'aide de l'Audax Club parisien, et permet toujours de rallier Melun, en région parisienne, à Nîmes. Je l'ai fait en juin dernier, je te propose de jeter un œil ici. Si Thomas Stevens, Annie Londonderry et les aventuriers du Tourmagne font figure de précurseurs, c'est Paul de Vivie, dit Vélocio, qui pose véritablement les bases du cyclotourisme en France.
Né en 1853 à Pernes-les-Fontaines, ce Stéphanois d'adoption enfourche son premier vélo, un Grand-Bi, en 1881 pour s'évader de la ville. Passionné, il crée en 1882 la manufacture de cycles La Gauloise et contribue à l'amélioration du dérailleur, révolutionnant ainsi la pratique du vélo polymultiplié. En 1900, il effectue une randonnée de 660 km à travers la France, la Suisse et l'Italie, franchissant 9000 mètres de dénivelé et les cols du Petit et Grand Saint-Bernard. En 1903, il réalise un aller-retour Saint-Étienne-Menton de 950 km en 4 jours. Les témoignages de l'époque décrivent des routes dans un état épouvantable. Vélocio lui-même raconte ses expériences dans le Gard. Des rochers émergeants de 50 cm, d'énormes cailloux sont semés de tous côtés. Des trous profonds, des ornières traîtresses. C'est à décourager les plus vaillants, et cela à perte de vue. Écrivain prolifique, Vélocio invente le terme cyclotourisme et défend une philosophie du vélo comme moyen d'émancipation. La bicyclette n'est pas seulement un outil de locomotion, elle devient un moyen d'émancipation, une arme de délivrance. Elle libère l'esprit et le corps. Il décède en 1930, renversé par un tramway, laissant derrière lui un héritage considérable. Et lorsque l'on regarde des images d'archives de cette époque, donc du 19e siècle, une évidence s'impose. Les voyageurs, les pionniers, les cyclotouristes d'antan étaient finalement des bikepackers avant l'heure. En 1896, le journaliste Maurice Martin, l'un des fondateurs de la course Bordeaux-Paris en 1891, part en enquête avec son vélo doté d'une magnifique sac de cadre en cuir. La même année, le catalogue de la Manufacture française d'armes et de cycles de Saint-Étienne, Manufrance, propose une valise de cadre bien avant l'invention des porte-bagages. Nous trouvons également des exemples dans l'armée avec les Buffalo Soldiers aux États-Unis ou encore en Suisse avec le vélo d'ordonnance. Et justement, c'est à la fin du 19e siècle en France qu'une discipline, une pratique cycliste apparaît et qui préfigure directement le gravel d'aujourd'hui, le cyclomuletier. Le terme provient des sentiers de montagne appelés muletiers car arpentés presque exclusivement par les mules et leurs propriétaires qui transportaient des marchandises d'une vallée à l'autre. Dans la lignée des enseignements de Paul de Vivy, les pionniers du cyclotourisme découvrent rapidement que les vallées reculées, pas encore connectées par la route, peuvent l'être par les sentiers d'école. L'idée est simple, emprunter ces chemins escarpés, quitte à porter son vélo dans les passages les plus difficiles. Dans les années 1890, des cartes et topos décrivant les cols de montagne voient le jour à destination des cyclistes. Les célèbres profils de l'Ain mettent en lumière des parcours, pistes et itinéraires à explorer pour ces cyclomontagnards avides de dénivelé. En 1900, le terrible col du Parpaillon est vaincu par 2 cyclistes lyonnais, peu de temps après l'ouverture du chemin par le génie des troupes de montagne. Pour ouvrir les dernières portions du col, encombrées d'éboulis, leurs vélos sont attachés au mât d'une mule. La boucle est ainsi bouclée, le cyclomuletier porte parfaitement son nom. À l'aube des années 1930, la pratique cyclomuletier se radicalise encore. L'approche par le sentier muletier ne devient que l'apéritif pour donner naissance au cyclo-alpinisme. L'objectif affiché est de franchir de grands cols de montagne, de rouler sur les glaciers, de franchir un massif entier. Bref, de s'aventurer en haute montagne. On parle de passages encore largement enneigés, de glaciers crevassés, pas forcément le type de terrain idéal pour emmener son vélo. Cette démarche, également appelée cycloglacier, sera d'ailleurs largement critiquée, n'ayant plus grand-chose à voir avec le vélo. Cette pratique primitive du vélo itinérant en montagne fera néanmoins des émules dans les régions alpines. Fondée en 1938, la confrérie des cyclomuletiers savoyards regroupe plusieurs associations de cyclotouristes des massifs alpins, les encourageant à sortir des routes pour arpenter véritablement la montagne. Plus proche de nous, le club des 100 cols est créé en 1972 par Jean Perdoux, alors président du Vélo Club d'Annecy. À partir de cette époque, le fait d'aller en très haute montagne avec son vélo disparaît petit à petit. On peut même dire que c'est une mode temporaire dans la période de l'entre-deux-guerres. Si aujourd'hui les alpinistes le font par conviction écologique ou éthique sportive, les alpinistes d'hier n'avaient d'autre choix que d'enfourcher leur vélo pour rejoindre le début de leur ascension. En 1931, la face nord du Cervin est vaincue pour la première fois, ouvrant la fameuse conquête des 3 faces nord des Alpes. Cette première est l'œuvre de 2 frères munichois, Franz et Tony Schmidt.
Ils font le voyage aller Munich-Zermatt, soit près de 500 km sur leur vélo, transportant la majorité de leur lourd matériel d'alpinisme. Après plusieurs jours d'ascension, ils redescendent et célèbrent rapidement leur victoire avant de faire les 500 km dans l'autre sens. Au milieu du XXe siècle, l'esprit des cyclomultis et des cyclo-alpinistes trouve un écho inattendu de l'autre côté de la Manche avec le Rostov Fellowship. Ce club britannique fondé en 1955 par des cyclistes décidés à quitter la route pour suivre les sentiers, les pierriers et les cols oubliés. Comme les pionniers savoyards, ces randonneurs d'outre-Manche n'hésitent pas à pousser, porter et hisser leur vélo sur des terrains où il n'est pas censé aller, préfigurant par leur pratique et leur esthétique aussi bien le VTT que le gravel et le bikepacking moderne. Leur philosophie est simple, on va là où le vélo n'est pas censé aller. C'est du cyclomulti à l'anglaise avec vêtements en laine, veste en tweed, gros pneus, garde-boue, sacoche en cuir, toujours partant pour une bonne pipe. En 2018, le club nomme un archiviste, Mark Hudson, qui centralise les photos, cartes et récits accumulés depuis les années 1950. Une grande partie de ces archives est publiée en ligne et dans 2 ouvrages photos, The Rostov Fellowship Archive puis Further Adventure in Rostov. Ces livres et les contes associés ont un impact énorme sur la culture gravel et bikepacking moderne. On y découvre que nos pratiques actuelles s'inscrivent en réalité dans une longue lignée d'exploration tout-terrain à vélo. Créé en 1903, le Tour de France constitue un témoignage vivant de l'état des routes en France au début du XXe siècle. Le 21 juillet 1910, l'étape Luchon-Bayonne, 325 km, entre dans la légende. Départ à 3h30 du matin, les coureurs doivent franchir successivement le Perresourde, l'Aspin, le Tourmalet et l'Aubisque. Les chemins sont boueux, creusés d'ornières, à peine plus que des sentiers pour troupeaux. Un seul coureur, Gustave Garrigou, parvient à atteindre le sommet du Tourmalet sans descendre de son vélo. Au sommet, Octave Lapise, épuisé, traite les organisateurs d'assassins. Il faut attendre l'aube des années 1960 pour que les plus grands cols du Tour de France abandonnent définitivement les chemins de cailloux et revêtent une couche de goudron. Jusque-là, les coureurs affrontent la poussière, les gravillons, les ornières. Le Tour de France, dans ses premières décennies, était du gravel avant l'heure. Et contrairement à une idée répandue, le VTT n'est pas né uniquement en Californie dans les années 1970. Dès 1950, la France développe ses propres pratiques tout-terrain. Entre 1951 et 1956, le Vélo Cross Club parisien, VCCP, développe des vélos qui ont des airs de VTT. Cette initiative pionnière est d'ailleurs citée par le Mountain Bike Hall of Fame américain lui-même. Malheureusement, en 1956, tout s'arrête brutalement lorsque les principaux protagonistes partent faire leur service militaire ou découvrent les joies de la moto. Toute cette histoire est racontée par Gérard Gartner dans son livre « L'incontestable naissance du VTT ». Il faut attendre les années 1970 en Californie pour voir apparaître le VTT sous sa forme moderne. Tout commence au milieu de la décennie, au nord de San Francisco, dans le comté de Marin. Une bande de cyclistes récupère de vieux vélos de livreurs de journaux des années 1930-1940, des marques Schwinn ou Excelsior, lourds environ 23 kg, indestructibles et dotés de gros pneus ballons. Ils les appellent les clunkers. Leur jeu favori ? Dévaler la pente le plus vite possible. La course mythique s'appelle la Repack Race. Pourquoi ce nom ? Les vélos n'avaient alors qu'un frein à rétropédalage. À l'arrivée, après un freinage intense, la graisse du moyeu a fondu sous la chaleur. Il faut alors remballer, repack, de la graisse avant de remonter. Dans les années 1960-1970, la France développe elle aussi ses propres clunkers, des mobylettes dépourvues de leur moteur. Mais lorsque l'on évoque les débuts du VTT moderne, 3 noms reviennent systématiquement, Gary Fisher, Joe Breeze et Tom Ritchey. En 1981, la marque Specialized lance le Stump Jumper, le premier VTT produit industriellement à grande échelle. Et lorsque l'on évoque les débuts du VTT, impossible de ne pas mentionner John Tomac, son inoubliable flasque sur la roue arrière et surtout son cintre de route que les grincheux des réseaux adorent citer en exemple. Tout en oubliant de préciser que John Tomac a très peu utilisé ce cintre de route et a construit son immense palmarès sur un VTT plus conventionnel.
Au passage, il est très intéressant de noter que le gravel est souvent moqué par les VTTistes de la première heure, prétextant que « bon, on a connu ça avec l'arrivée du VTT, rien de nouveau sous le soleil », tout en oubliant de préciser là aussi ce que le VTT a piqué à la route et au motocross. Et si tu ne sais pas d'où vient l'expression « rien de nouveau sous le soleil », je te l'explique dans la conclusion de cette vidéo. Dans l'histoire du VTT, on peut distinguer deux grandes phases technologiques. D'abord, la période pionnière des années 70-80, où les premiers mountain bikes sont encore des vélos de route ou des cruisers renforcés. Cadre acier fin, cintre simple, roue de 26 pouces, aucune suspension, frein cantilever ou à tirage central, le tout pensé comme un vélo de route qui va en forêt. Puis arrive une véritable rupture portée par l'influence du motocross. On commence à raisonner en débattement, en rigidité de châssis, en puissance de freinage. Des ingénieurs et pilotes issus du motocross importent des solutions directement inspirées de la moto. Fourches télescopiques longues, cadre monocoque ou à gros tubes, pivot de suspension surdimensionné, frein à disque et axe traversant. L'expression bikepacking, quant à elle, apparaît pour la première fois en 1973 dans un article de Dan Burden, paru dans National Geographic et intitulé « Bikepacking across Alaska and Canada ». L'auteur y décrit la Hemistour Bicycling Expedition, une traversée de l'Alaska à l'Argentine par étapes, réalisée par une trentaine de cyclistes. Le bikepacking moderne en tant que discipline compétitive naît dans les années 1980 et 1990. En 1987, Joe Redington Sr. organise une course de 200 miles sur une partie du parcours enneigé utilisée par la course de chiens de traîneau Iditarod en Alaska, l'Iditabike. Les vélos conçus pour rouler sur la neige n'existent pas à l'époque, les concurrents utilisent donc des VTT standards. En 1997, une version extrême de 350 miles s'est ajoutée. En 2000, une version impossible de 1000 miles jusqu'à Nome est créée, devenant plus tard l'Iditarod Trail Invitational. Parallèlement, l'American Cycling Association crée en 1997 la Great Divide Mountain Bike Route à travers les montagnes rocheuses du Montana au Nouveau-Mexique. En 2008, la première édition de la Tour Divide est lancée. 2745 miles, soit 4418 km de Banff au Canada à la frontière mexicaine. Le format est strictement en autonomie complète et le chronomètre ne s'arrête jamais entre le départ et l'arrivée. L'édition 2022 a vu la victoire du Français Sofiane Seili, tandis que l'édition 2025 a vu la victoire de la Française Nathalie Bayon. En France, nous avons aussi nos pionniers de l'ultra off-road avec la French Divide à partir de 2016 et la Gravel Trobrez à partir de 2018. En 2012, la World Cycle Race marque les débuts des courses de bikepacking sur route. Mais c'est en 2013 que tout change. Le cycliste anglais Mike Hall crée la Transcontinental Race, la TCR, une épreuve amateur d'ultracyclisme en autonomie à travers l'Europe. La TCR se déroule chaque été sur un parcours d'environ 4000 km, traversant l'Europe du Nord-Ouest, Angleterre ou Belgique, au sud-est, Turquie ou Grèce. Pour la première fois en 2026, la TCR s'élancera des pays nordiques. Mike Hall décède en 2017, renversé par une voiture en Australie lors d'une épreuve. En 2019, la TCR est remportée pour la première fois par une femme, Fiona Kolbinger. L'édition 2025 de la TCR voit la victoire d'un Français, Victor Bosoni. En France, il faut attendre 2018 avec la création de la Race Across France par Arnaud Manzanini et la série Biking Man par Axel Carion. Tout cela nous emmène naturellement au gravel. Et l'ironie du sort, c'est que le gravel, c'est-à-dire rouler sur des chemins, n'est pas une pratique nouvelle, mais une discipline récente. C'est ainsi qu'il faut attendre 2006 et la création de la Dirty Kenza, parmi une poignée d'autres épreuves pour voir l'apparition officielle des termes gravel et gravel bike. Ses fondateurs, Jim Cummings et Joel Dyke, ont créé cette course pour une raison très simple. Ils voulaient qu'elle existe pour pouvoir la faire eux-mêmes. Joel Dyke avait participé à la Trans-Iowa en 2005, une épreuve de gravel de plus de 300 miles, et en était revenu enthousiaste malgré la difficulté du terrain et de la météo. La première Dirty Kenza en 2006 n'a attiré que 34 participants, dont seulement 15 ont terminé la course. Le vainqueur, Dan Hughes, l'a remporté en 12 heures et 58 minutes.
En 2025, cette épreuve, entre-temps rebaptisée Unbound Gravel, est considérée comme la plus grande course gravel avec deux distances reines, 320 km et 560 km. Dès les premiers rassemblements, dès les premières épreuves, on peut voir que le gravel possède une ADN de course, mais également de longue distance directement inspirée par les premières éditions du Tour de France. En France, la première course gravel a été la Gravel Rock au Roc d'Azur en 2016. En Europe, c'est The Traka qui popularise vraiment le gravel. La première édition s'est déroulée en 2019 et nous étions seulement 80 au départ. L'autre grosse épreuve européenne, toujours en Espagne, c'est Badlands qui, depuis 2020, fait tourner les têtes avec ses paysages désertiques. En France, nous avons de nombreux rassemblements comme le Roc d'Azur, Nature is Bike, le Vélo Vert Festival ou encore Gravel Fever, sans oublier la série Gravelman. Également depuis 2020, l'excellent BRM 200 de Fleury-les-Aubrais, où nous étions seulement 6 gravel à la première édition. En 2026, nous serons désormais plusieurs centaines. Tout cela bien entendu parmi une foule d'autres événements, mais aussi de parcours bikepacking comme le Challenge du Tourmagne en France ou encore Montañas Vacias en Espagne et tant d'autres. Au-delà de l'explosion du nombre d'épreuves organisées, compétitives ou non, il faut noter que la pratique gravel a énormément changé. En 2012, le Salsa Warbird est considéré comme le premier véritable gravel bike moderne. Les fabricants commencent alors à commercialiser des vélos et équipements estampillés gravel, mais sans trop savoir à quoi cela correspond, voyant juste que c'est un segment en forte progression. Il faudra finalement attendre 2019-2020 pour commencer à voir apparaître des vélos pensés et réfléchis pour cette pratique. De même, l'offre en pneus devient réellement satisfaisante depuis 3 à 4 ans seulement. Et depuis 2020, le gravel a connu une transformation technologique profonde, brouillant de plus en plus la frontière avec des disciplines autrefois bien délimitées, le VTT, la route et le cyclocross. Au cœur de cette évolution se trouve d'abord l'élargissement des pneus. Les sections standards de 40 mm qui dominaient en 2020 ne sont que la base d'un éventail bien plus large. Aujourd'hui, les vélos acceptent couramment des pneus allant jusqu'à 45 à 50 mm, voire au-delà pour les vélos typés course ou aventure. Et comme le VTT, la pratique gravel s'est segmentée en différentes niches dont l'essence était pourtant présente dès le début. Une pratique sportive axée sur le plaisir et la santé, avec des sorties solo ou en groupe, des randonnées et parfois un allongement des distances. Une pratique bikepacking s'inspirant du cyclotourisme et du voyage d'antan. Une pratique orientée compétition sur de longues distances. Et enfin une pratique ultra sur plusieurs jours où le gravel flirte parfois avec le VTT et donne naissance à des machines hybrides. Il va de soi que ces pratiques ne s'opposent pas et au contraire sont particulièrement complémentaires. Mais la transformation la plus spectaculaire reste le glissement des pratiques avec un élargissement généralisé des tailles de pneus. Ainsi, un gravel de 2020 en pneus de 40 est désormais considéré comme un all-road ou endurance, tandis qu'un gravel de 2026 se doit d'accepter un minimum de 45 à 50 mm, voire plus. De même qu'un gravel race n'est pas limité à 40 mm, bien au contraire. Le terme Monster Gravel n'a plus vraiment de sens, car utilisé surtout lorsque les roues en 650B étaient encore utilisées pour monter de gros pneus en 45-47 mm. Aujourd'hui, ces sections sont devenues standards en 700C et le 650B n'a d'utilité que pour les vélos de petite taille. De même que le récent 32 pouces est une très bonne chose pour les grandes tailles. Le terme Monster Gravel a laissé sa place au terme plus adapté de Gravel Aventure, utilisé en terrain montagneux, sur de la longue distance en bikepacking ou en ultra. Les grosses sections de pneus s'accompagnent de braquets et géométrie adaptés à la montagne et parfois de suspension. C'est également le retour du VTT rigide qui fait le bonheur de leurs propriétaires et fait rager les rageux. Les raisons de ce glissement sont multiples. L'amélioration de l'offre en pneus larges, performants et résistants, la capacité des fabricants à faire enfin des cadres adaptés en termes de passage de pneus, mais aussi avec des géométries dites progressives, et la prise de conscience tardive qu'un pneu plus large à la bonne pression est plus performant sur des surfaces légèrement dégradées ou cabossées. Merci à Dylan Johnson d'avoir popularisé l'usage de gros pneus en gravel, voire l'usage de pneus VTT, et d'avoir démocratisé les concepts de résistance au roulement et de filtration des vibrations.
notion déjà explorée il y a de nombreuses années par Taylor Finney et Zip sur les pavés de la Trouée d'Arambert, est pourtant tardivement utilisée par le peloton professionnel. Ce n'est pas une vérité absolue car cela dépend évidemment du terrain, de la proportion entre les différentes surfaces et le type de pneus, car bien entendu, tous les pneus ne se valent pas. Mais je reviendrai là-dessus dans une prochaine vidéo. L'évolution du gravel peut se résumer ainsi. Le gravel généraliste, condamné à une section de pneus unique et à une géométrie de compromis, est presque mort et rassemble désormais un écosystème de niches qui existait dès le début. Sport santé, race, aventure. Presque mort car il est toujours présent sur les vélos d'entrée de gamme et remplacé par le all-road qui a progressivement absorbé les caractéristiques du gravel léger d'hier pour devenir un vélo polyvalent, route et chemin facile, bikepacking et ultra sur route. L'histoire du vélo off-road est finalement une boucle qui tourne sur elle-même. Nos pratiques gravel et bikepacking n'ont rien à envier aux pionniers des années 1880 et 1890. Les motivations sont exactement les mêmes. Partir à l'aventure, explorer et kiffer sur nos vélos. Donc non, effectivement, on n'a rien inventé. Et c'est le moment idéal pour citer le roi Salomon, qui a régné entre 971 et 930 avant Jésus-Christ et qui a écrit dans l'Ecclésiaste « Ce qui a été, c'est ce qui sera. Ce qui a été fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. » Sans aller jusqu'à citer intégralement Nietzsche et son concept d'éternel retour, cela signifie simplement que le monde change, les pratiques changent, mais la nature humaine, elle, ne change pas. Certes, les marques et le marketing ont besoin de créer l'illusion d'une nouveauté, l'illusion d'une rupture, mais c'est leur rôle. Cela dit, le gravel et le bikepacking ne sont pas des disciplines issues du néant. Elles ne sont finalement et simplement qu'une étape supplémentaire dans la longue évolution de la pratique cycliste. C'est une invitation à s'émerveiller à nouveau, à vivre ces moments avec joie, dans le présent et sans nostalgie. Évidemment que chaque génération cherche à refaire le monde, mais les motivations de base sont les mêmes, la quête de liberté, l'exploration et l'aventure. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt.